Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par, je le rappelle, par Sport Management School Rabat et Outdoors.ma qui est dédié à l'industrie du sport au Maroc et qui vous est proposé un peu plus d'un an après l'apparition de la Covid-19. En fait, nous souhaitons profiter aujourd'hui de cet anniversaire dont on serait plutôt passé pour faire un point, une sorte de bilan de cette année un petit peu cauchemardesque qui a fait des ravages sur la quasi-majorité des secteurs économiques de notre pays, dont celui qui nous réunit tous aujourd'hui, qui est le secteur sportif, qui a enregistré au passage, je le rappelle là aussi, l'annulation de quasiment l'ensemble des événements sportifs qui étaient programmés au Maroc, la fermeture des salles de sport et des enseignes spécialisées dans une moindre mesure et bien évidemment bien d'autres impacts que je ne listerai pas là tout de suite. Cet impact a d'ailleurs été très quantifié, enfin il a été quantifié très récemment par une étude publiée par Stadia SMS qui révélait que l'activité de l'industrie du sport avait chuté en 2020 de 64%. Pour rappel, cette étude Stadia SMS a été réalisée durant 3 mois auprès d'un échantillon représentatif d'une cinquantaine d'entreprises qui représentent un chiffre d'affaires global de 820 millions de dirhams sur 2019. La plupart d'entre vous ont participé, du moins ceux qui sont dans le privé, ont participé à cette étude. Et puis, dans un second temps, la seconde mi-temps de ce webinaire, elle sera consacrée à déterminer un petit peu les mesures qu'on pourrait prendre et qu'on pourrait proposer au gouvernement pour soutenir et relancer une industrie qu'on considère nous-mêmes comme n'importe quelle autre industrie qui emploie aujourd'hui au Maroc pas moins de 240 000 personnes. Alors, je vais juste vous présenter un petit peu très brièvement à notre public. Donc je commencerai par Zineb Benouna, je commencerai par les femmes, parce qu'on n'en a pas beaucoup dans le secteur malheureusement. Et c'est une des plus actives dans le secteur actuellement au Maroc. Zineb est directeur général de CapZ et fondatrice de Meet the Runners. Elle est spécialisée essentiellement dans le sport en entreprise, le coaching, ainsi que le développement de comités sportifs. Si j'ai des bêtises, vous corrigerez par la suite. Amina Boyoub, qui est le DG de Mercure International of Morocco, c'est un des leaders dans le retail sportif au Maroc, à travers les différentes enseignes qui représentent au Maroc, notamment GoSport, City Sport et Courir, ainsi que les marques qui représentent en exclusivité. Parmi elles, je ne les citerai pas toutes, Puma, ASICS, Under Armour, New Balance, etc. Ethman Ibn Razala c'est quelqu'un qui est un peu multicasquette, mais qui est très actif dans le sport et qui est entre autres cofondateur de GC Sport, qui est une start-up spécialisée dans le coaching en ligne et l'événementiel sportif. Et il est en parallèle le cofondateur très récemment de Axelab, qui est l'un des premiers, ou du moins le premier incubateur dédié au sport au Maroc. Et il est également là, il ne s'est pas précisé sur l'affiche de ce webinaire, il est le directeur général d'Icti-Chef Travel, qui là aussi opère dans le milieu sportif, puisqu'il propose entre autres du voyage sportif à travers le royaume. Et puis enfin, on a Abdelkader Bourhim, qui je pense est à Paris, et qui est un expert en stratégie des clubs et des organisations sportives, qui a une vingtaine d'années d'expérience en agence, mais aussi en club en France et à l'international, et qui a publié une étude récemment, une étude inédite, parce qu'il faut le souligner, nous n'avons pas beaucoup d'études dans le secteur malheureusement au Maroc. Donc, il commence à y en avoir, et cette étude s'intitule « Le sport que nous voulons ». Nous reviendrons par la suite là-dessus. Et Kader Nabil, s'il veut, nous éclairera un petit peu, grâce à sa parfaite connaissance du milieu sportif, de ses pratiques, de ses coûts et de ses opportunités. Ce webinaire va durer à peu près 1 heure. Peut-être qu'on dépassera un petit peu parce qu'on a du monde qui arrive et je pense que l'idée, c'est que ça soit assez interactif. On consacrera à peu près 45 minutes au débat entre les différents panélistes et puis 45 minutes d'échange avec le public, questions-réponses. Donc, pour ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez nous les envoyer à travers la plateforme. Aux panélistes, je vous demanderai d'être assez concis dans vos réponses. L'idée, c'est qu'on échange au maximum et qu'on ne se retrouve pas dans des monologues. Juste pour finir, je me présente aussi parce que je joue le rôle de modérateur aujourd'hui. J'aurais pu être parmi vous parce que je suis un des acteurs dans le milieu sportif. Je suis
PDG de Stadia, qui est une agence spécialisée dans l'événementiel sportif, et je suis entre autres organisateur du Salon du sport de Casablanca. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. S'il y a des petites corrections, vous pouvez les apporter au fur et à mesure, et puis on va attaquer le match. Première question, donc je vais m'adresser donc à Amine Abouyoub. Amine, l'entreprise que tu diriges aujourd'hui, qui aujourd'hui, je l'ai déjà dit, une des plus importantes dans le secteur et un des leaders dans le retail, est-ce qu'elle s'en est, tout simplement une question toute simple, est-ce qu'elle s'en est sortie indemne de cette crise qui est loin d'être terminée? Alors, bonjour à tous. Pas d'erreur dans la présentation, Mehdi. Est-ce qu'on s'en sort? S'en sortir, c'est un grand mot, hein. L'année 2020 a été particulière dans le sens où 3 mois et demi, 99 jours exactement d'arrêt d'activité totale, ça laisse de grosses séquelles, hein. C'est de l'irrattrapable. La reprise sur le mois de juillet, donc de juillet à décembre 2020, on a la chance de pouvoir dire que dans notre secteur à nous, ça a bien repris. Tout simplement parce que les salles de sport étaient encore fermées, donc les gens se sont équipés chez eux pour, pour pouvoir pratiquer des activités sportives, etc. Donc ça nous a beaucoup aidé, mais ça n'a pas permis de rattraper le retard qui était monstrueux sur le premier semestre 2020. Sachant que derrière tout ça, beaucoup de choses se sont passées, les augmentations de droits de douane qui nous sont tombées dessus en janvier 2020, puis en juillet, où on est passé de 25 à 40% de droits de douane. Ça a un impact majeur sur notre rentabilité, sur nos achats. Donc, on a dû quand même impacter ça un peu sur le consommateur. Mais malgré tout ça, voilà, grosso modo, on a pu sauver les meubles sur 2020, mais ça n'empêche qu'on a fini sur l'activité en perte de plus de 25% de chiffre d'affaires. Donc, c'est énorme. Sachant qu'on a maintenu les emplois, sachant qu'on a gardé tous nos employés, qu'on les a payés à 100%, qu'on n'a pas. Voilà, on a joué le jeu de la reprise. Alhamdoulilah, ça s'est plutôt bien passé. Et 2021, aujourd'hui, se comporte plutôt correctement. On ne peut pas comparer à 2020 parce que ce n'est pas comparable, mais on est sur une tendance de chiffre d'affaires proche de ce qu'on faisait en 2019. Donc, ça ne permet pas de rattraper la cartouche qu'on s'est prise en 2020, mais ça augure de lendemain un peu plus sympathique que ce qu'on a vécu en 2020. Mais bon, tout ça est à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. C'est de la gestion aujourd'hui qui est de la gestion, franchement, au jour le jour. Tout simplement parce qu'on ne sait pas si demain on va avoir droit à une troisième vague de Covid ou pas. On ne sait pas. Personne aujourd'hui n'est capable de dire qu'est-ce qui va se passer demain. Donc justement, aujourd'hui, tous les modes de gestion qu'on connaît habituellement changent. On est vraiment dans une phase de découverte voilà, on s'adapte. On essaie de s'adapter tant bien que mal à cette situation pour pouvoir voilà, garder la tête hors de l'eau. Bon, voilà grosso merdo ce qu'on peut dire sur la situation actuellement, en tout cas dans notre secteur du sport. C'est un peu plus compliqué si on veut parler du retail en général, c'est beaucoup plus compliqué. Les chiffres ne sont pas bons, la tendance n'est pas bonne et une grosse partie des retailers qui sont dans le mass market ont beaucoup de mal. Notamment avec Ramadan, avec la fermeture après le Ftor, donc c'est plus de 25 à 60%, ça dépend en fait des acteurs, mais c'est en général entre 25 et 60% du chiffre qui est fait après le Ftor. Ce ne sont que 3 heures après le Ftor, mais ce sont 3 heures où les gens sortent, où les gens consomment. Donc voilà, il y a aussi cet impact-là qui est là. Voilà, quand on dit qu'on gère au jour le jour, c'est vraiment, voilà, on est tributaire des décisions du gouvernement par rapport à beaucoup de choses et qu'on découvre souvent à la dernière minute. Voilà, pour faire un petit tour rapide. Alors, Zineb, toi, tu as lancé, si je ne me trompe pas, KFZ quelques mois seulement avant le début de la crise, si je ne me trompe pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on ressent et quel impact a eu le Covid sur ta petite
PME, on va dire, qui est à l'opposé de ce que gère aujourd'hui Amine. J'espère que tu arriveras à ce qu'il gère aujourd'hui. Comment on gère une petite PME qu'on vient de lancer, qui vient d'être impactée lourdement par le Covid, dans un secteur qui est le secteur sportif? Voilà, quel impact ça a eu ce Covid et comment tu as pu le gérer? Alors, d'abord, bonjour tout le monde. Merci Mehdi. Moi, ça a été très compliqué pour moi. Ça a vraiment été un coup vraiment très, très dur parce que justement, j'étais en plein lancement de mes activités. Je commençais à me positionner dans le sport en entreprise où j'avais fait quelques opérations une année, on va dire un an et demi avant le confinement, ça avait commencé. Et surtout 2020, qui était particulière pour moi, c'est que j'avais vraiment un planning d'activités vraiment tout fait sur toute l'année, en termes d'événements et d'événementiel et de sport en entreprise. Et en 48 heures, tout est tombé à l'eau. Donc ça a été un vrai coup dur. Les activités ont été complètement à l'arrêt pendant quasiment 6 mois. Heureusement, je suis une petite structure qui me fait accompagner par des gens freelance, des coachs. Donc, j'ai pu survivre. C'est-à-dire que ma structure existe encore aujourd'hui parce que je n'avais pas trop de coûts liés à tout ça. Mais j'ai dû tout arrêter. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû réinventer, entre guillemets, le métier, dans le sens où je ne suis pas repartie sur ce que j'avais laissé 6 mois avant. Donc voilà, le confinement m'a permis aussi de réfléchir, de voir un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est-à-dire qu'on a vu tout le développement du sport en ligne, tout ce qui s'est passé, donc ça donne des idées. On a vu aussi la réaction des gens. J'ai beaucoup écouté aussi les demandes, l'impact aussi ça avait sur le moral des gens, etc. Et puis je me suis complètement réinventée à partir du mois de septembre. J'ai lancé des activités. Et c'est maintenant que je commence à peine à ressentir les entreprises qui bougent un peu et commencer à considérer de repartir sur des activités de sport en entreprise comme je l'avais laissé il y a plus d'1 an. Voilà, en résumé. Ah, ça me fait une bonne transition vers Hetzman parce que Hetzman, tu m'arrêteras si je me trompe, l'impact n'a pas du tout été le même parce que vous n'avez pas trop chômé au niveau des structures que tu diriges. En fait, vous avez profité de l'occasion pour vous réinventer. Vous avez lancé GC Sport à ce moment-là ou juste avant. Vous l'avez développé. Tu as lancé Accélab, l'incubateur en plein confinement. En résumé, tu as entrepris dans le sport plus que jamais, alors que le secteur est un petit peu à l'agonie. Comment tu l'expliques aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Mehdi, pour l'introduction. Et oui, donc tu l'as très justement dit, nous, on a été particulièrement actifs pendant le confinement. Comment je l'explique? Je l'explique parce qu'un peu comme Zineb, nous, on était principalement dans l'événementiel sportif et on avait également une année 2020 qui s'annonçait être très dynamique et riche en édition du Green Challenge, qui est notre événement grand public. Et donc moi, la date qui m'aura le plus marqué en ce début de confinement, c'est le 4 mars, si je ne dis pas de bêtises. Le 4, c'est l'annonce par le ministère de l'Intérieur de l'interdiction de... Alors, ce n'était pas encore une interdiction formelle, mais c'était le fait que les événements étaient fortement déconseillés. C'est une annonce qui est tombée vers 22 heures et 1 heure et demie plus tard, le SIAM, le Salon international d'agriculture, a été annulé. Il fallait lire entre les lignes. Il fallait lire entre les lignes, exactement. Et donc, l'annulation d'un événement de cette envergure-là, on parle d'un des plus gros événements du Maroc, cette annulation-là a sonné le glas de tout ce qui devait être organisé sur les semaines et les mois qui allaient suivre. Donc pour nous, ça a fait l'effet d'une douche froide. Donc GC Sport, nous sommes 3 cofondateurs. Et c'est peut-être un peu la force d'être à plusieurs dans un projet, c'est que on était 3 cerveaux qui bouillonnaient et à qui on a coupé l'herbe sous le pied d'un coup. Donc on s'est dit, on ne va pas rester à se tourner les pouces, il faut bien qu'on fasse quelque chose, il y a des choses à faire. Et toutes ces idées sont parties de constats qu'on a établis. Et les premiers constats, quand on analysait un peu les comportements de notre communauté, on voyait que les gens ne s'étaient pas laissés abattre, ils avaient continué à s'entraîner, ils s'entraînaient depuis chez eux, la plupart s'entraînaient depuis chez eux devant des vidéos.
Donc, il y en a qui faisaient ça à l'ancienne, une vidéo YouTube. Il y en a qui essayaient de mettre un peu d'interaction là-dedans et qui suivaient des feed blogueurs sur des lives Instagram ou des lives Facebook. D'autres encore un peu plus pointus qui se sont tout de suite mis à certaines applications comme Freeletics, etc. Mais moi, ce qui me choquait le plus et ce qui nous choquait tous les trois le plus, c'était que ça pouvait être plus ou moins moderne d'un point de vue design, d'un point de vue expérience utilisateur, mais le concept global n'avait absolument pas changé depuis les années 80, voire même plus vieux que ça. Dans le sens où on s'entraîne face à un écran et on imite quelqu'un qui fait des mouvements et on doit imiter ces mouvements-là. On s'est dit, c'est quand même incroyable qu'en 2020, il n'y a eu aucune innovation de ce point de vue. Donc, alors que certains outils technologiques permettent de révolutionner un peu la façon dont ça se fait. Et on a constaté trois choses. D'une part, vers mi-avril, de plus en plus de personnes avaient arrêté le sport. Les gens se démotivaient. Seul face à un écran, il faut faire preuve d'une motivation hors norme pour continuer à s'entraîner régulièrement. Deuxièmement, et très intéressant, c'est qu'on commençait à constater de plus en plus de blessures autour de nous. Donc, le fait de s'entraîner face à un écran sans coach pour nous corriger les mouvements, ça fait qu'on les exécute mal et on se blesse. Et enfin, il y avait un certain sentiment de solitude qu'on constatait aussi chez l'ensemble de cette communauté. Donc, on s'est dit, il faut bien répondre à ces faiblesses qu'on a constatées. On a lancé Gymflix. Gymflix, qui est une salle de sport en ligne, qui propose des cours en visioconférence. Donc, en small group training, donc de 12 à 15 maximum en fonction du coaching. Et du coup, on a créé une interaction. Le coach voit les personnes qui s'entraînent, il leur corrige les mouvements, il les motive, il les encourage. Il y a des petits moments avant et après l'entraînement qui font qu'il y a une sociabilisation qui se crée. Donc, ça a été le premier projet. Et on s'est dit, quitte à s'entraîner ensemble, mais à distance, autant essayer de gamifier la chose un peu plus. Et on a accompagné le projet Gymflix, qui était donc la salle de sport en ligne, d'un autre projet qui est un concept de challenge virtuel auquel on participe d'où qu'on soit, quel que soit le sport qu'on effectue, parce que c'est l'effort réalisé qui contribue à faire avancer l'utilisateur sur une map avec une infinité de possibilités en termes de communication sur cette application, puisque sur la map, on peut mettre en place des éléments qui apparaissent lorsque la personne se rapproche d'un certain point pour présenter un commerce, un lieu touristique, une entreprise, une initiative, qu'elle soit solidaire ou économique ou autre. Bref, l'étendue des possibles est très large. Et donc ça, ce sont les deux premiers projets que nous avons lancés en début de confinement. Donc, je pense qu'on explique notre dynamisme, entre guillemets, bien sûr, mais on explique cette créativité-là par la violence de la douche froide qu'on s'est pris début mars. Elle nous a poussé à créer, à nous retourner, à essayer de rebondir comme on pouvait. Donc, ces deux projets-là nous ont permis d'intégrer un peu l'écosystème start-up marocain. GC Sport a été incubé dans un premier incubateur à Casablanca, puis une deuxième structure qui était une structure d'accélération qui nous a conduit à une levée de fonds. Donc, on a découvert un peu tout cet écosystème entrepreneurial. Et donc, l'un des constats qu'on a établi aussi pendant notre expérience entrepreneuriale, c'était que le sport était un peu négligé, comme il l'est sur d'autres aspects. L'entrepreneuriat n'y échappe pas, le sport n'est pas suffisamment considéré, l'innovation dans le sport n'est pas suffisamment mise en avant, elle n'est pas suffisamment valorisée. Et auprès de la jeunesse, le sport ne fait pas partie des principaux secteurs d'activité auxquels on pense lorsqu'on veut entreprendre ou innover. Je me dis que c'est quand même dommage, alors qu'il y a quand même pas mal de choses à faire et que par ailleurs, il y a des initiatives qui sont de nature à encourager. Il y a de nombreux programmes académiques qui se lancent dans le sport, ne serait-ce que comme Sports Management School en est un bon exemple. Il y a quand même des choses qui se font. À l'échelle internationale, l'innovation dans le sport n'est pas en reste. Du coup, c'est quand même dommage qu'il n'y ait aucune structure dédiée. Donc, c'est là que j'ai créé Accélab, qui est un incubateur et accélérateur dédié au secteur que je connais bien, que je maîtrise bien, qui sont le tourisme et le sport. Et donc, la question de se spécialiser dans un pays où l'entrepreneuriat n'était pas forcément très mature se posait, mais très rapidement, au vu des premiers échanges qu'on a eus, à la fois
avec les partenaires, les différents acteurs du sport, on s'est rendu compte qu'en fait, au contraire, c'était tout à fait pertinent de se spécialiser parce qu'on arrive à toucher le microcosme du sport. Alors que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat en général, on touche le microcosme entrepreneurial. Or, dans le sport, il y a des jeunes et des moins jeunes qui ont des idées innovantes, qui ont que ce soit dans la technologie ou non, ils ont des idées pour faire bouger un peu les choses, améliorer l'expérience des sportifs lorsqu'ils pratiquent leurs activités. Et donc, c'est des personnes qui ne connaissent pas forcément le microcosme de l'entrepreneuriat. Donc, on ne les aurait pas touchés si on avait communiqué que d'un point de vue microcosme entrepreneurial. Quand on communique dans le sport, on touche tous les sportifs et quand je dis sportifs, je parle également des managers dans le sport et des businessmen dans le sport. Et donc, ça a eu un effet assez positif. On a eu de nombreux porteurs de projets qui nous ont contactés avec des projets très innovants, des projets d'animation de communautés de sportifs, de matchmaking entre… On reviendra là-dessus sur ce qui remonte D'accord. le plus de tes… Mais donc, d'un point de vue expérience, sur l'année 2020, c'est un peu la façon dont ça s'est déroulé. Donc, voilà pourquoi on n'a pas chômé. C'est parce que voilà, on était quand même 3 têtes pensantes, si je puis dire. Et la violence de la douche froide nous a poussé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire en l'absence d'événements sportifs. D'accord. Alors, Abdelkader Bourhim, quelle lecture tu fais de l'impact qu'a eu la crise sur le secteur au Maroc, mais tout en faisant un parallèle avec l'impact qu'elle a pu avoir en France, sachant qu'il y a 2 chiffres qui sont importants. L'étude SMS Stadia, je l'avais dit, avait révélé que 64% de l'activité de l'industrie du sport elle avait chuté de 64%, alors qu'en France, elle est de moins 21%. Donc, quelle lecture tu fais de ce parallèle, et aussi quelle lecture tu fais de l'impact qu'a pu avoir la crise sur ces 2 pays? Tout d'abord, bonjour à tous, ravi de faire votre connaissance. Espérons vous rencontrer un jour au Maroc, Inch'Allah. Moi, je me positionne au niveau de la macroéconomie du sport. Là, on est là aujourd'hui pour parler d'un secteur passionnant, sensible et qui suscite beaucoup de convoitises. C'est un secteur qui a été impacté par le Covid, mais je vais d'abord préciser une chose. Là, l'industrie du sport en général, ou l'économie du sport, c'est 3 univers, 3 gros univers. Il y a tout ce qui est marketing sportif, il y a tout ce qui est fabrication et distribution d'articles du sport, et tout ce qui est organisation et gouvernance. Il s'agit de quoi aujourd'hui? Il s'agit de savoir quelle interaction qu'il y a entre les intervenants dans ces univers. Quand on parle du Maroc, on sait que la plupart des organisations sportives, ou la quasi-totalité des organisations sportives, c'est des associations. Quand on parle de l'Europe, il y a des sociétés sportives. Donc, les intervenants dans le secteur du sport, en général, et surtout ceux qui se situent dans le marketing, la distribution et la fabrication, ils sont en interaction avec les organisations, avec les gouvernants du sport. À ce moment-là, il faudrait savoir, est-ce qu'on est dans une interaction équilibrée ou pas? Donc, quand je dis ça, pourquoi? Je le dis parce que je veux parler de la professionnalisation du sport. Quand on sait que le sport aujourd'hui représente, l'industrie du sport en général représente à peu près 1 000 milliards de dollars, on sait que c'est un marché où il y a beaucoup d'intervenants. Mais c'est un marché aussi où on a besoin de beaucoup de règles, on a besoin de beaucoup d'interactions professionnelles surtout, et on a besoin de produire. Ce n'est pas seulement consommer. Pourquoi? Parce que il est important de penser. Là, on était en train de parler tout à l'heure de la société de Zineb qui est spécialisée dans l'événementiel, mais
à cause du Covid, il a dû stopper et réinventer son activité. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là où il y a beaucoup de business dans le sport, c'est dans la création des grands événements, l'exploitation et la gestion des événements sportifs au quotidien, tout le week-end, et les grands événements sportifs. Tout ça aussi nous renvoie à la gestion de grands droits sportifs, à l'exploitation des installations sportives. Et la pandémie du Covid-19 nous a impacté en Europe beaucoup à cause du fait qu'il n'y a pas d'accessibilité de spectateurs au stade. On a été aussi impacté par une baisse des droits télé, on a été impacté par une baisse du sponsoring et du marketing, mais on était dans un process. Il y a un process, il y a des alternatives, l'État a pu aussi soutenir par la possibilité d'avoir accès à des prêts bancaires garantis. Il y a beaucoup de possibilités. Le problème dans une économie comme la nôtre au Maroc, c'est que le sport n'est pas considéré à sa juste valeur comme un secteur qui intègre vraiment l'économie et qui pourrait aussi obéir à certaines dispositions quand il y a des crises. Je m'explique. Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos clubs sportifs au Maroc, ils sont des associations. Il est très, très difficile, dans une crise économique ou une crise sanitaire, qu'une association puisse faire appel à des dispositifs qui sont déjà existants, qui sont destinés à des sociétés. Le problème aujourd'hui, c'est que il n'y a pas un process professionnel pour vraiment interagir d'une manière réussie dans le secteur du sport. Nous, les professionnels du sport, les agences, les distributeurs, les fabricants, c'est notre premier travail, le sport. Mais aujourd'hui, quand on s'adresse à des organisations sportives au Maroc, on s'adresse à des organisations organisées en tant qu'associations, gérées par des personnes que le sport n'est pas leur premier travail. Donc, on ne se situe pas dans une interaction équilibrée. Donc, il faudrait aujourd'hui se poser la question de savoir comment on pourrait, à l'avenir, accélérer l'application de la loi 3009 pour passer à la société sportive. Parce qu'il y a un vivier économique dans la société sportive qui permettra à des agences, qui permettra aux distributeurs, fabricants et les créateurs d'événements sportifs d'avoir accès à un marché beaucoup plus vaste. Aujourd'hui, le marché il est très serré, il n'est pas très vaste et il va falloir le restructurer. Et si on parle de la Covid-19, qui est un problème partout dans le monde, pour le sport et pour d'autres secteurs, il faudrait aussi se poser la question, qu'est-ce qui a été fait avant la Covid-19? Parce qu'avant la Covid-19, ça marchait pour certains, mais ça ne marchait pas pour tout le monde. Parce que le sport, en général, n'a pas été régulé comme il le faut. Moi, je parle bien du Maroc. Mais on a la possibilité, on a les compétences, on a les outils nécessaires pour que le sport devienne un secteur intégré et productif dans l'économie marocaine. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de certaines institutions sportives actuellement au Maroc qui souffrent sur le plan budgétaire. Il y a des grands clubs de football, il y a des grandes fédérations sportives, mais il y a les outils nécessaires à mettre en place pour répondre à cette problématique. Et on a toutes les compétences au Maroc, on a toutes les installations, on a toutes les agences qu'il faut, on a les distributeurs, les fabricants d'articles du sport. Et si je veux résumer, je peux dire que la Covid-19, il a montré l'aspect
vraiment, il a mis un projecteur sur le fait que le sport n'est pas bien structuré et qu'on a besoin tous ensemble agir chacun dans son secteur d'une manière à relever le niveau économique de notre sport et l'intégrer vraiment dans l'économie. Qu'est-ce qui fait que le sport aujourd'hui est considéré par le gouvernement, par l'État, comme un vivier de loisirs, on va dire aujourd'hui, et non pas comme une économie à part entière, une industrie à part entière comme les autres? Moi, je dis toujours une phrase qu'on dit toujours en arabe, l'abd drari. Donc, dans l'esprit de nos dirigeants aujourd'hui, je pense que le sport n'est pas pris en considération. On est très, très, très en retard par rapport à d'autres pays qui ont les mêmes aspects sociaux et géopolitiques que le Maroc. Pourquoi? Parce que il y a même des organisations très, très fortes au Maroc aujourd'hui, quand on leur parle du sport, genre la CGEM, on doit leur expliquer le besoin aujourd'hui de secteur d'être adossé à des institutions très, très fortes pour qu'ils puissent aller très vite, pour qu'ils puissent vraiment montrer qu'il est productif, pour qu'ils puissent vraiment montrer qu'il est créateur d'emplois, créateur de progrès et, comme on peut le voir actuellement, c'est créateur de rayonnement international. Aujourd'hui, quand on s'adresse à des hauts responsables dans notre pays pour leur dire, écoutez, faisons de cette économie un vrai levier de développement pour le Maroc, on est obligé derrière de mettre beaucoup de pédagogie, de donner des exemples, et aussi de dire que le sport n'a pas besoin seulement de subventions, de dire que le sport peut produire, de dire que le secteur privé au Maroc, aujourd'hui, ne s'intéresse pas au sport. De dire que, moi, je me rappelle au début des années 90, fin des années 90, j'ai fait le tour de toutes les grandes agences de pub au Maroc pour les intéresser au sport, parce qu'à l'époque, j'ai aidé la Fédération marocaine de basketball à faire ces événements. Et j'ai intéressé les médias, 2M à l'époque, et je voulais intéresser les agences de publicité et le secteur privé. Mais on n'a pas confiance dans cet investissement dans le sport. Moi, je peux dire que ils avaient raison à un moment donné parce qu'il n'y avait pas sur le plan juridique des dispositifs d'accompagnement et qui vont les aider vraiment à investir et puis à avoir un feedback. Et il était difficile de mettre en place un branding dans le sport. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées. Le monde a avancé. Il y a les réseaux sociaux, il y a le digital. Le digital, il faudrait le plus vite possible qu'il soit vraiment une partie intégrante du sport et dans la gestion, dans le management du sport. Mais moi, je pense qu'on devrait profiter de la Covid-19, de ce projecteur sur le fait que ce n'est pas structuré, que c'est un petit peu éparpillé, d'un petit peu de réunir toutes les forces, d'impliquer tous les professionnels, de mutualiser aussi les efforts, de créer un think tank, un think do, pour vraiment mettre en place, mettre sur la table toutes les possibilités, mais aussi avoir une force de proposition par rapport à nos gouvernants et par rapport à nos responsables. Parce qu'aujourd'hui, pour prendre des décisions, pour faire les choses, il faudrait des personnalités qui sont en mesure de prendre des décisions immédiates. Aujourd'hui, quand on me dit que le Raja de Casablanca, ils n'ont pas de quoi prendre l'avion pour aller jouer un match de Coupe d'Afrique, alors qu'il y a les outils internationalement connus qu'on pourrait transposer à notre manière chez nous et permettre à ce club de gagner de l'argent, de permettre à la fédération, à toutes les fédérations. Quand on me dit aujourd'hui que le basketball, ça fait 2 ans et demi qu'ils n'ont pas joué un match, ils viennent juste de reprendre. Et moi, je me rappelle que j'avais fait salle pleine de Moulay Abdallah, Rabat de 8000 spectateurs, un match de finale de Coupe du Trône, et que j'avais la télévision, et même le président de la télé, 2M, à l'époque, il s'est déplacé. On a déplacé des personnalités, mais c'est parce qu'il y a moyen de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que chacun, si on est dans l'urgence, chacun, et on doit sauver sa société,
C'est très, très difficile, c'est vrai qu'il faudrait, et on se bat, et parfois, il est très, très difficile dans un secteur où parfois, il y a des choses qui sont verrouillées. Mais aujourd'hui, nous devons absolument nous rendre compte qu'il y a la possibilité de produire beaucoup. Nous devons aussi faire un choix. Est-ce qu'on veut choisir le changement, aller vite, mettre en place les outils qu'on a aujourd'hui et accélérer? Est-ce qu'on veut ou pas? Maintenant, ces questions-là, c'est à chacun de répondre. Mais on devrait quand même s'adresser à nos responsables en leur disant, écoutez, nous, on est des professionnels du secteur. Moi, je suis dans le secteur il y a plus de 20 ans. J'ai travaillé dans toutes les plus grandes agences internationales. J'ai participé à des grands événements internationaux. Aujourd'hui, on va pas transposer le modèle européen au Maroc, mais on va prendre ce qui marche, le transposer dans notre écosystème marocain. On est un pays en voie de développement, on est un pays qui a des infrastructures maintenant. On pourra encore en créer d'autres. Et il y a juste un exemple, moi j'ai vu sur le site du ministère de la Jeunesse et des Sports qu'au Maroc, on a 177 salles couvertes. C'est plus que peut-être la moitié de l'Afrique. Et on n'a pas un seul joueur en NBA. Donc, comment peut-on produire? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est produire, c'est faire de business, gagner de l'argent. Pour le faire, il va falloir agir sur plein d'aspects. Nous sommes capables de le faire, nous avons les ressources pour le faire, nous avons une économie pour le faire, mais il m'est arrivé déjà de le dire, de le demander, il va falloir le faire avec les gens qui prennent des décisions. Parce qu'aujourd'hui, il y a un semblant du fait que ça marche. Notre diplomatie sportive, ça marche très, très bien parce qu'on a beaucoup de représentants dans des instances internationales. Notre pays est attractif. Nous avons il y a beaucoup d'intérêt des investisseurs internationaux pour le Maroc, surtout dans le sport aussi. Nous sommes un pays de tourisme aussi, on peut faire le tourisme sportif. Vous savez qu'aujourd'hui, 10% de la totalité des voyages internationaux se font pour aller dans des destinations sportives. C'est-à-dire, c'est énorme, c'est beaucoup. Donc, tous ces atouts qu'on a aujourd'hui au Maroc, on devrait les mettre sur la table. On devrait faire appel à des professionnels, à des spécialistes. On en a au Maroc beaucoup. Moi, j'ai vu l'exploitation de certains matchs. Je me rappelle, il y avait un match de football en demi-finale de la Coupe Mohamed VI, la Coupe arabe, où il y avait un derby Raja-Ouak qui a été produit, c'était la propriété de Dubaï TV, je pense. Mais quand ils sont venus au Maroc pour produire les matchs, ils ont fait appel à la main-d'œuvre marocaine, aux techniciens marocains. Et il n'y a que des Marocains qui ont travaillé sur ce match. Ils ont produit un match international aux normes internationales. Donc, on a tout ce qu'il faut. Et il va falloir aujourd'hui agir. Il va falloir se rassembler, se professionnaliser et que nous responsables, croient surtout en notre capacité de les accompagner et de permettre au sport aujourd'hui d'être un levier de développement au Maroc. Pour résumer, c'est l'expertise dans le Maroc. Maintenant, c'est une question de volonté politique pour faire évoluer les choses. Je reviens à Amine Bouyoub, de manière plus opérationnelle. Qu'est-ce que la pandémie a impacté sur le plan opérationnel sur l'entreprise que tu diriges, qui emploie, tu nous diras combien d'employés, et comment on fait face à la crise, comment tu as fait face à la crise au quotidien? Je reviens juste sur un point par rapport justement à cette problématique du secteur du sport en général. Il y a très clairement un problème de ressources. À chaque fois que vous allez vous attaquer à une problématique, que ce soit le Raja, que ce soit le basket, ou que ce soit X ou Y, c'est un problème de ressources. Les gens qui dirigent ces institutions, ces associations, ne sont pas du tout formés ni capables de le faire. En fait, on ne peut pas demander à quelqu'un qui ne sait pas faire de faire. Ce n'est pas possible. Et on est plus sur de la gestion, enfin de l'appropriation de l'image
d'un club ou d'une association ou d'une prise de pouvoir que sur une vraie volonté d'aller développer quelque chose qui va tenir dans le temps. On voit que tout s'écroule, tout commence, mais ne finit jamais. C'est la grosse problématique qu'il y a aujourd'hui dans le sport. On a sponsorisé pendant des années, on a mis des millions de dirhams, nous en tant qu'entreprise privée, justement parce qu'on croyait dans le développement du sport. On croyait dans la nécessité d'accompagner justement ces associations, ces clubs, ces fédérations. Aujourd'hui, très clairement, on ne mettra plus un centime dedans. Pourquoi? Parce que l'objectif n'a jamais été, oui, c'est toujours il y a un objectif marketing derrière tout ça, l'image de marque, développer l'image, développer la marque, etc. Mais on avait aussi la prétention de vouloir en fait développer et d'ouvrir les portes de ces sports ou de ces clubs. Parce que c'est quand vous prenez les clubs sportifs aujourd'hui, les grands clubs marocains sont gérés. Enfin, c'est plus les supporters qui les gèrent que les dirigeants. Où est la vision du club dans sa globalité? Il n'y en a pas. On a essayé, on a été sponsor du Raja pendant 4 ans, donc je sais de quoi on parle. On a été équipementier pendant 4 ans. Ce qu'on a donné au Raja, personne ne l'a jamais donné au Raja en termes d'équipement sportif. Personne. On a même réussi à développer le maillot supporter, on a mis en place des choses qui permettent à tout un chacun, amateur ou aimant ce club ou fan de ce club, de pouvoir acheter un maillot, porter les couleurs du club, etc. En allant proposer des maillots de très bonne qualité, de marque internationale, à des prix défiant toute concurrence, parce que derrière, il y a tout un marché parallèle qui se greffe là-dessus et qui absorbe en fait qui se gave, pour utiliser un mot vulgaire, en copiant ce qui existe et en le vendant à des prix défiant toute concurrence. Donc même ça, on est allé jusqu'à ce point pour justement essayer de le minimiser, d'apporter des produits qui ont du sens et qui durent dans le temps. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voulais juste dire par rapport à ça, c'est que il n'y a pas que le Raja, on a fait aussi le KCM, on a aussi travaillé avec la Fédération marocaine d'athlétisme, on a équipé jusqu'à A jusqu'à Z. Vous savez, vous vous retrouvez tout le temps avec en face de vous des gens qui n'ont pas la compétence de pouvoir ne serait-ce que vous comprendre. Je vous donne un exemple tout bête. Un appel d'offres. Vous recevez un appel d'offres 1 semaine, 15 jours avant l'ouverture des plis. Et on vous demande des échantillons. Comme si nous, les échantillons sont posés à droite, à gauche, on a des stocks monstrueux, etc. Mais tout ça, ça ne se prépare. Nous, on doit connaître le besoin, on doit connaître, vous savez, on veut 2000 paires de ça. Le minimum légal, c'est de nous envoyer la grille de taille avec ces 2000 paires. C'est 2000 paires de 42, c'est 2000 paires de quoi? Tout ça, nous, derrière, il y a toute une logistique qu'on doit mettre en place. On doit être capable d'aller voir les marques et leur dire, voilà, le besoin et le suivant, il est clairement défini. On sait exactement qu'est-ce qu'on veut et la marque se positionne au pas dessus. Parce que si on ne lui donne pas tous ces éléments, elle ne pourra rien faire. Et ça, c'est tout le temps la même histoire. On en parle, on en reparle, on en reparle. Mais malheureusement, vous en parlez une équipe, l'année suivante, c'est une autre équipe qui est en place. Il faut encore reparler des mêmes choses. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que très franchement, aujourd'hui, si on veut avancer dans le sport, si on veut vraiment en faire une vraie économie, il va falloir qu'on ait des ressources qui soient formées pour ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de management, de troisième cycle dans ce sens, mais ils ne seront jamais suffisants. Moi, je vous dis, le terrain n'a rien à voir avec ce qu'ils vont apprendre sur les bancs d'une école. Il faut absolument associer les professionnels que nous sommes, avec notre modeste expérience, mais qui est quand même, je pense, en tout cas, c'est ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Donc, voilà. Mais il va falloir former des gens, ça va prendre 3, 4, 5 ans pour pouvoir justement comprendre déjà les fondements en fait, de ce secteur, de tout ça, pour pouvoir donner des directions, pouvoir aider les dirigeants des clubs, des associations, des fédérations, etc. Sans ça, on n'y arrivera jamais. Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. L'idée est très claire. Maintenant, pour revenir sur le plan opérationnel de Mercure International, comment, sur le plan opérationnel au quotidien, vous avez été impacté et comment on fait face à la crise au quotidien pour continuer C'est très simple. On revoit tous ces process
on revoit tous ces process, on revoit surtout sa stratégie commerciale, sa stratégie prix. Nous, on n'a pas été impacté que par le Covid, que par la fermeture, je l'ai déjà dit, on a été impacté aussi par des augmentations de droits de douane qui étaient très, très importantes. Quand 50% de vos achats sont grevés de 20% de droits de douane en plus, en termes de trésorerie, en termes de cash flow, il faut être capable de l'absorber. Donc tout ça, ça a fait que très simplement, on a dû revoir nos politiques d'achat. Quand on achetait 100, aujourd'hui on n'achète plus que 70, parce qu'on est obligé de baisser nos achats compte tenu de ce que ça va nous coûter en termes d'appro. On a aussi été contraint, mais ça c'est pas que dans notre domaine à nous, mais c'est mondial, à une explosion du fret maritime qui a été multiplié par 4, par 5, par 10 sur certaines destinations. Ça aussi, il fallait le prendre en considération maintenant pour définir notre stratégie prix, marketing, commercial, etc. On a revu au sein de la Fédération marocaine du commerce au réseau qu'on a créé pendant justement le confinement pour attaquer justement des problématiques comme les droits de douane, comme cette histoire de fret qui a augmenté, etc. On a réussi à mettre d'accord les commerçants au réseau de décaler la date des soldes, par exemple, qui nous a permis en fait les stocks étaient là, parce que de toute façon, en fermeture, on avait énormément de containers bloqués au port qu'on ne pouvait pas sortir. Une fois qu'on a réouvert les vannes, donc il fallait les sortir, mais pour les sortir, il fallait avoir l'argent, donc il fallait trouver des solutions tous les jours. Donc on a dû faire appel aux aides, aux financements qui ont été proposés comme Daman Oxygène ou Crédit Relance pour pouvoir justement avoir cette trésorerie qui nous permet de redonner un coup d'accélérateur et redémarrer, parce qu'à fin juin, la trésorerie de tout le monde était à zéro, voire moins. Donc, il fallait pouvoir redémarrer. Donc, on a pu y avoir accès. Ce n'était pas évident. Mais voilà, globalement, on a dû tout revoir. On a franchement dû tout revoir. Le seul truc qu'on n'a pas revu, c'est nos ressources humaines, parce qu'on a considéré que la COVID-19 n'est pas de la faute de nos salariés, qu'elle s'est imposée à nous comme elle s'est imposée à eux. Donc, on a vraiment décidé de jouer la carte sociale et surtout la fidélisation de nos équipes. Parce qu'on croyait à la reprise et il fallait absolument que ces personnes-là qui sont avec nous depuis des années, qu'on a formées pendant des années, sur lesquelles on a investi pendant des années, on n'allait pas s'en séparer pour devoir repartir sur le recrutement, repartir sur la formation, sur nos réseaux coûtés beaucoup plus cher. Et socialement, c'était pas en tout cas, c'était mon point de vue, socialement, ce n'était pas du tout envisageable. Donc, alhamdoulilah, ils nous l'ont très très bien rendu. Aujourd'hui, les équipes sont contentes de travailler chez nous. C'est plus de 200 personnes. Ce n'est pas que 200 personnes, c'est des familles derrière. Donc aujourd'hui, voilà, ils nous le rendent bien. L'investissement personnel est beaucoup plus on le perçoit plus. Les gens s'identifient à l'entreprise et aujourd'hui, on peut dire que c'est une famille. Franchement, on peut dire que c'est une famille parce que les gens ont vraiment compris que quand ils avaient besoin de nous, on était là. Et qu'aujourd'hui, que nous, on a besoin d'eux, ils sont là. Voilà, c'est du win-win et ça marche bien. Très bien, je vais me tourner vers Zineb. Jusqu'à maintenant, on a un petit peu survolé un petit peu quels sont quel est l'impact un petit peu sur les différentes entreprises, vos entreprises, mais ce qui également ressort, c'est que beaucoup se sont réinventés durant cette période assez critique. Et le mot se réinventer revient assez souvent pour ceux qui sont aujourd'hui, tiennent toujours, parce qu'il faut le dire aussi, beaucoup ont baissé le rideau malheureusement, mais d'autres continuent de par leur activité sur laquelle ils se réinventent. Ils ont compris que c'était l'une des seules solutions pour continuer.
Zineb, aujourd'hui, à travers cette crise, on entend beaucoup que le monde a changé. Qu'est-ce qui a changé dans le milieu du sport en entreprise, sur lequel tu es une des spécialistes au Maroc? Est-ce qu'on assiste à quelque chose de nouveau, de nouveaux produits qui sont en train de naître? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, bien sûr, il a fallu revoir tous les concepts proposés aux entreprises et digitaliser. Donc là, ça rejoint un petit peu le programme de Hetman et de GC Sport aussi. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas, elles sont prises par toutes les mesures barrières, donc elles ne peuvent pas rassembler trop de monde. Elles n'ont pas forcément les espaces qu'il faut pour leurs collaborateurs. Donc aujourd'hui, on a digitalisé, on a mis en place des outils et on est plus parti sur du challenge, on joue plus sur leur mental en fait que sur des aspects beaucoup plus sportifs qu'on avait avant. Évidemment, il y a toute la partie team building qu'on a beaucoup moins parce qu'on ne peut pas rassembler, justement, on n'a pas le droit de faire des grands rassemblements. Donc voilà, c'est plus le produit en lui-même qui a changé et le comportement. Maintenant, je disais tout à l'heure que ça reprend à peine, c'est que les entreprises ont aussi un rôle à jouer qu'ils ne jouent pas forcément encore aujourd'hui pleinement, c'est d'inciter aussi leurs collaborateurs, c'est de vraiment faire ce travail en interne pour les pousser à faire du sport et les pousser justement sur tous ces outils. Donc, c'est plus sur cet aspect-là que ça a changé, c'est plus la digitalisation, c'est plus la forme en fait qui a changé. On a été obligé de s'adapter avec toutes les mesures barrières qu'on a. Voilà. Moi, après, sur le côté particulier aussi, ça m'a permis de monter une communauté parce que justement, il y avait de plus en plus de demandes. Les gens ont besoin de plein air. C'est ça aussi qu'on voit et on le voit à l'échelle de Casa, même à Marrakech, Tanger, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de plein air, de faire du sport en plein air. Donc c'est là où on voit un peu tous ces sports de plein air se développer, que ce soit la course, le vélo, la randonnée. Il y a de plus en plus de randonnées aujourd'hui qui sont organisées. Donc c'est là-dessus qu'on joue aussi un petit peu aujourd'hui et on réinvente un petit peu nos métiers en plein air en attendant de pouvoir faire des choses un peu à plus grande échelle. Voilà. Bon, personnellement, j'ai la chance de collaborer sur l'événement de la Sahraouia qui se passe à Dakhla. Bon, ça a été une exception dans le monde de l'événementiel cette année, on le sait bien. Puisque c'est à Dakhla, c'est en plein air et que là-bas, on a beaucoup d'espace, on a pu organiser notre raid multisport cette année. Bon, mais ça reste vraiment une exception au niveau de l'événementiel. Alors, Hetman, un petit peu sur le même sujet, revenons à ton incubateur. Donc, lancer un incubateur en plein crise Covid et en plus dans un secteur comme le sport où on entend à droite à gauche, c'est un secteur qui n'est pas professionnel pour le moment et qui a du retard. Quels sont les premiers retours que tu as? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les projets incubés? Et quel lien ça a avec la crise actuelle? Est-ce que c'est la crise qui a initié ce type de projet? Est-ce qu'il faut voir le bon côté des choses qui a permis justement l'éclosion de futures startups spécialisées dans le sport? Alors, oui, je dirais qu'en effet, la crise y est pour quelque chose. Hein. Il y a des concepts qui peuvent paraître un peu clichés, comme quoi c'est pendant les crises qu'il y a le plus d'innovation. Ce sont les crises qui sont génératrices d'innovation, de création. C'est à prendre avec des pincettes, c'est à nuancer, mais ça reste vrai hein, dans un sens, et surtout auprès des plus jeunes, les plus chahutés, les plus touchés par la crise, qui attirent l'intérêt des créateurs de projets, des créateurs d'entreprises, et ils se concentrent là-dessus pour essayer d'y apporter des solutions. Et ils ont tout à fait raison, parce que c'est en effet dans ce type de secteur qu'il y a les plus grandes marges de croissance, les plus grandes parts de marché à saisir. Et donc, nous, on a constaté un certain engouement quand même pour l'entrepreneuriat sportif. Ça, c'est indéniable, peut-être même plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Les projets étaient très, très diversifiés. On avait de la pure tech, vraiment même dans de la machinerie, quoi, vraiment des outils qui analysent la morphologie pour développer des programmes de coaching et des programmes nutritionnels
vraiment très, très précis, bien plus précis que ce qui se fait pour l'instant avec seulement du formulaire avec quelques données sur taille, poids, habitude. Là, c'est vraiment plus médical que juste, juste les habitudes. Et donc, il y a eu ce type de projet-là d'un point de vue un peu ingénieural. Il y a eu des projets d'animation de communautés de sportifs, que ce soit pour les supporters de grands clubs ou pour des communautés de sportifs amateurs, hein, des particuliers qui veulent rencontrer des personnes qui partagent les mêmes hobbies qu'eux ou qui ont les mêmes habitudes d'entraînement sportif qu'eux. Ça fait du matchmaking entre runners, entre personnes qui jouent au basket, au foot, au tennis. Ça leur permet de rencontrer également des projets dans les médias, un peu assez innovants, des projets dans les médias, notamment les médias sportifs féminins, des choses qui changent aussi un peu de ce point de vue-là, parce que quand on parle de ce dont souffre le sport, imaginez un peu ce dont souffre le sport féminin, même s'il est de plus en plus aujourd'hui sous les lumières. C'est quand même, surtout chez nous au Maroc, c'est quand même un aspect d'industrie sportive où il y a la plus grosse marge de croissance et de développement. On parle beaucoup du foot féminin, mais il y a tous les autres sports qu'on attend quand. Le sport féminin dans sa globalité avait tendance à être un peu oublié. Donc il y a des projets qui mettent l'accent là-dessus. Il y a des projets assez variés en fait. Il y a de tout. Il y a de la digitalisation de pratiques sportives. Et donc c'est assez encourageant parce qu'en plus ces projets-là ont une approche qui est complètement différente du sport que les acteurs qui y sont déjà. On a dit que l'un des problèmes dont souffre le Maroc, c'est que certains acteurs, certains même décideurs du sport ne sont pas des professionnels du sport et ils n'ont pas la formation et les compétences pour gérer ces choses-là. En ce qui concerne l'entrepreneuriat et en ce qui concerne le start-uping, on va appeler ça start-uping parce que c'est une approche entrepreneuriale assez particulière avec un potentiel de croissance très rapide, avec un accès au financement et une approche du financement et de la levée de fonds qui est particulière également. Donc, on va plutôt parler de start-uping. Dans le start-uping, c'est le même phénomène, plus ou moins, c'est-à-dire que j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs dans le sport qui ne sont pas issus du monde sportif, mais dans ce start-uping-là, moi, ce que je constate, c'est que c'est une force parce qu'ils viennent avec des idées complètement différentes. Ils ne subissent pas les limites du secteur à l'échelle nationale puisqu'ils ne les connaissent pas. Ils ne subissent pas moi, je ne vais pas donner d'exemple, mais ils ne subissent pas l'ensemble des éléments négatifs qui entourent cette industrie. Et du coup, ils ont des idées qu'ils cherchent à déployer coûte que coûte. Et ils ont une approche qui est internationale, qui est aussi assez intéressante. Les projets ne s'envisagent plus du tout qu'au Maroc, mais c'est tout de suite au moins à l'échelle africaine, si ce n'est méditerranéenne, si ce n'est arabe. Mais en tout cas, il y a tout le temps une dimension d'intégration internationale. Donc, je pense que ce sont des projets à fort potentiel. Et tout ce qui manque, c'est le financement. Et quand je dis ce qui manque, c'est que le Maroc a fait des progrès considérables en la matière. Les startups en général ont aujourd'hui accès à des offres de subventions, de financement à taux zéro, de levée de fonds qui n'existaient pas il y a de ça quelques années. Et aujourd'hui, avec un prêt de 500 000 dirhams à 0%, avec un différé de remboursement d'un an, comme ce que propose la CCG, il y a déjà de quoi faire des merveilles en termes d'amorçage de projet. En termes de prototypage et de preuve de concept, il y a déjà de quoi... Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, je vois les yeux de Mehdi bouger. Donc, vous m'entendez toujours. Donc, il y a de quoi faire des merveilles. Mais en revanche, quand on compare à d'autres pays, les comparaisons peuvent paraître impertinentes, mais il faut bien viser un peu haut pour se donner les moyens de nos ambitions. Si on compare à Israël, si on compare à l'Allemagne, si on compare aux États-Unis, forcément, les montants dont on parle restent peut-être encore trop bas. Et donc, ça bride un peu les porteurs de projets, ça bride ces start-upers dans leurs ambitions, dans leurs projets d'internationalisation, etc. Donc, ça, c'est un élément sur lequel nous, on essaye de travailler, et pas que nous, hein, il y a également d'autres acteurs de cet écosystème qui essayent de travailler pour
faire un meilleur match entre les bailleurs de fonds et les porteurs de projets, entre les investisseurs et les porteurs de projets. Et donc, c'est ce qui permettra vraiment d'envisager des projets de plus grande envergure qui pourront vraiment révolutionner les structures et l'organisation des fédérations, qui pourront révolutionner le rapport de l'ensemble des supporters et des pratiquants d'une activité sportive à cette activité sportive, révolutionner peut-être également tout le monde des droits sportifs et de tout ce qui est médiatisation du sport. Pour l'instant, on est encore sur des ordres de grandeur qui sont intéressants, qui sont déjà assez intéressants, mais qui ne sont pas en mesure de nous laisser espérer une révolution du secteur par le start-uping. Comme ça a pu l'être dans d'autres secteurs, hein, comme ça a pu l'être dans la fintech, comme ça a pu l'être dans la santé, comme ça a pu l'être dans l'éducation également. Dans le sport, il faudrait quand même qu'il y ait un accès au financement plus large pour que ça puisse avoir des conséquences impactantes à l'échelle nationale déjà. Donc voilà par rapport aux différents projets qui nous ont déjà contactés. Nous, on essaye de sensibiliser davantage de personnes, que ce soit des professionnels du sport ou des étudiants, à ce nouveau monde, hein, parce que pour beaucoup, c'est complètement nouveau. Moi, j'ai rencontré des porteurs de projets qui avaient des projets à très fort potentiel et qui ignoraient l'existence de tout cet écosystème et qui, du coup, galéraient tout seuls dans leur coin alors qu'ils auraient pu aller beaucoup plus vite s'ils l'avaient découvert il y a quelques années. Donc ça, c'est vraiment dommage, hein. C'est assez frustrant quand on se rend compte qu'il y a encore un problème de match entre les porteurs de projets et l'écosystème. Et du coup, le fait de développer, de communiquer davantage va faire émerger encore plus de projets. Et ces startups-là, une fois qu'elles se seront multipliées, vont commencer à créer des synergies entre elles. Les premières success stories vont jouer un grand rôle motivateur auprès de ceux qui n'osaient pas encore faire le premier pas. Et donc là, ça va devenir exponentiel. Il y a un effet de boule de neige qui va se créer. Donc, on en est encore aux prémices de ce processus. Mais c'est un processus qui va bon train. Moi, je suis assez confiant en la capacité de l'entrepreneuriat sportif à se développer à vitesse grand V sur les prochaines années. Il faut juste que certains ingrédients viennent au bon moment pour que ça puisse réellement prendre et servir les intérêts de l'ensemble des acteurs, les grands comme les petits, le public comme le privé. Et je pense aussi que le développement de l'entrepreneuriat sportif sera de nature à professionnaliser à l'échelle plus globale l'ensemble de l'industrie. C'est une approche qui est quand même plus pointue, plus professionnelle. Les structures financières sont déjà elles sont toutes formelles. On parle de structures formelles et avec des structures financières modernes, une approche du marché qui est moderne, digital. Donc, ça aura tendance à professionnaliser l'ensemble de l'industrie. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, il faudrait l'encourager davantage. Et avant de passer à Al-Khadr, juste un petit commentaire de Sim Stasi qui nous dit: je pense qu'il faut qu'on arrête de se comparer avec les autres pays pour le moment, mais surtout, à mon sens, il faut saisir le Covid comme opportunité qu'un obstacle. Parce que c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure entre Zineb et Etman, et on en fait une véritable opportunité. L'idée, c'est que est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la présence d'une véritable industrie du sport au Maroc, et si oui, est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'est-ce qu'elle pèse sur l'économie marocaine? Tout d'abord, j'aimerais bien juste revenir aux propos de ces Amine, parce que j'aurais bien aimé qu'il nous parle un peu de problèmes de contrefaçon. Parce que c'est un acteur qui est impacté directement par ça, et que nous, dans nos relations, dans nos contacts par rapport aux gens qui souhaitent toujours, surtout les marques du sport, et qui sont très intéressés par le Maroc, ils parlent toujours du marché de licensing, du marché de réplica, de la fan experience et tout. Et on aurait bien aimé, à la prochaine intervention de Souhamin, de nous parler un peu de ce problème de contrefaçon. Par contre, au Maroc, il y a une étude que vous savez tous qui a été faite par Pricewaterhouse sur l'économie du sport au Maroc.
dans cette étude qui nous dit que le sport représente à peu près 1,1% du PIB national. Moi, je n'étais pas très d'accord parce que moi, j'avais pensé que ça représentait beaucoup moins et qu'il a fallu mesurer aussi toutes les ressources du sport et toute l'économie sportive dans sa large palette et ne pas seulement se contenter de mesurer ce gros chiffre de subvention qui cache l'opérationnel. Parce qu'aujourd'hui, les revenus opérationnels dans le sport au Maroc, on ne pourrait pas les quantifier parce qu'on n'a pas les données, on n'a pas les datas. Donc, du coup, puisqu'on n'a pas les données, comment on pourrait évaluer l'après? Moi, dans mon propos d'introduction, je vous ai dit que nous avons toutes les potentialités pour faire du sport un levier de développement, pour que le sport intègre vraiment, véritablement l'économie. Dans l'étude de Pricewaterhouse qu'ils ont fait pour l'AFD, ils n'ont pas parlé des droits commerciaux, des droits télé, des droits de licensing et de l'investissement direct du secteur privé dans le sport. Je pense que ça n'existe pas beaucoup, mais c'est Amine, comme un privé qui dirige une grande société d'articles de sport, et il nous a dit qu'il a déjà investi ou il était partenaire de grands clubs comme le Raja, mais que le retour malheureusement n'était pas vraiment ce qu'il souhaitait et qu'il malheureusement, je l'entends toujours, qu'il va arrêter carrément d'être partenaire de clubs sportifs. Et ça, c'est un autre sujet qu'il faudrait aborder parce que l'image, le branding de notre sport, le fait qu'il y ait du feedback, le fait qu'il y ait… aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'en face de nous, nos interlocuteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des gens que leur premier travail sur le sport, c'est des personnes qui sont bénévoles dans une place, ils sont élus par des adhérents, par je ne sais pas qui, ils sont dans une association, ils font le travail de tous les jours, ils font le match day, parce que l'essentiel pour eux, c'est que les joueurs soient sur le stade, soit sur le terrain le dimanche pour jouer leur match, mais le fait qu'on ne peut pas quantifier, malheureusement, ça veut dire qu'on n'a pas des éléments concrets, mais en même temps aussi, ça augure peut-être un potentiel qui est caché, qu'on ne sait pas. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est inciter vraiment le secteur privé de venir dans le sport. Aller dans les partenariats publics-privés. Ça va d'investir dans un club, dans une association ou dans des grands événements sportifs jusqu'à créer des installations sportives privées. Mais aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on ose un peu plus, qu'on ose le changement et qu'on nous donne aussi, moi, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un de notre panel le sait, je voudrais savoir la valeur des droits télé du football au Maroc, la valeur des droits télé du basketball, volleyball, handball au Maroc, comment les médias, les télés, moi, je me rappelle, quand je voulais travailler avec 2M pour le basketball à l'époque de Nordin Abnebi, je suis allé voir 2M pour leur dire, écoutez, on va travailler ensemble, mais le fait que vous ne pouvez pas payer des droits télé, il va falloir qu'on travaille ensemble sur les plages publicitaires, qu'on les partage. Et qu'on aille faire le commercial ensemble. On l'a fait, on a gagné beaucoup d'argent, la télé et nous-mêmes. C'est une manière de faire, mais ce n'est pas un process qui permet de créer de la richesse, de créer un marché porteur qui va même intéresser tout le monde. Aujourd'hui, il y a des marques sportives qui sont distribuées par des sociétés au Maroc, mais est-ce que les grandes marques sportives, leur priorité aujourd'hui, c'est un marché comme le Maroc? Oui, le Maroc, c'est un grand marché où il y a à peu près 40 millions d'habitants. C'est une économie en voie de développement où vraiment, sur les 15 dernières années, il y a un développement extraordinaire, il y a de l'infrastructure, il y a tout ce qu'il faut. Mais quand aujourd'hui, dans un pays comme l'Égypte, le plus grand club, il est en train de il a construit son stade, son propre stade, et son budget représente 4 fois le budget de grands clubs au Maroc. On se pose la question,
de se dire pourquoi nous, on n'arrive pas à le faire. Donc moi, je reviens toujours à ce que j'ai défendu depuis 20 ans, la société sportive. Oui, on a aujourd'hui la 3009. Au niveau de la Fédération marocaine de football, ils se battent pour faire les choses. Moi, je sais que dernièrement, ils ont aussi apporté des amendements au règlement de la fédération pour obliger les clubs à être mieux gouvernés, à que les présidents de clubs ne mettent pas de l'argent personnel dans les clubs alors qu'il faut aller le chercher ou il faut aller chercher des crédits. Mais en même temps, on ne peut pas le faire avec une association. Il faudrait tout d'abord commencer par la société sportive. Donc, tous ces éléments-là font que aujourd'hui, à part, on peut quantifier tout ce qui est fabrication, distribution d'articles de sport, parce que c'est des sociétés structurées, des SA, des SARL qui vendent, qui ont un chiffre d'affaires. On pourrait un petit peu quantifier le volume de sponsoring, même si c'est les minimes dans le sport au Maroc en général et surtout dans le football. On peut un peu mesurer le RSE, mais l'engagement en tant qu'investisseur des grands groupes marocains dans le sport et dans le football en particulier, aujourd'hui, personne. Cette confiance déjà, il faudrait qu'on travaille très. C'est un grand chantier, en fait. Mais ce chantier-là, c'est faisable. Si nous, aujourd'hui, moi j'aime bien cette initiative de webinaire, qu'on parle de tout ça, moi je parle, ça fait 20 ans que j'essaye un petit peu d'interagir avec tout le monde pour faire avancer les choses. Mais je sens qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui. Il y a une vraie économie. Il ne faut pas se contenter parce que je pense qu'on est à 10, 15 ou 20% de notre capacité. Il faudrait au moins arriver à 50%. Parce qu'après aussi, on va intéresser l'international, on va intéresser les pays asiatiques, on va intéresser les pays européens. Pas seulement pour venir faire des one-shots, mais aussi d'une manière structurelle pour s'installer comme des investisseurs sur le moyen et le long terme. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un aspect aussi du sport qui marche très, très bien au Maroc, c'est l'aspect associatif. C'est utiliser le sport comme en tant que domaine inclusif, apporter de l'assistance à des enfants en échec scolaire, il y a des grandes associations internationales qui aident beaucoup dans tout ça. Il y a une grande association au Maroc, TEBU, qui fait un travail extraordinaire. Mais aujourd'hui, moi, la thématique que je porte, c'est la thématique de sport performance, de sport business. Et ces thématiques-là pourraient créer, si aujourd'hui on l'a réussi au Maroc, pourraient créer beaucoup d'emplois, pour créer de la richesse et du rayonnement international. Parce que même le résultat sportif, si on veut aller très loin, c'est quand on a les moyens qu'on pourrait atteindre le résultat sportif. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de résultat sportif, même dans l'athlétisme, quand on participe aux compétitions internationales, depuis Aouetan, Nawal, Garouj et Bédouane et tout, les autres, on n'a pas produit de champions. Et pourquoi on n'a pas produit de champions? On peut toujours dire que oui, c'est une question de gouvernance, c'est une question comment dirais-je, de cadre technique, mais c'est une question aussi de moyens. Pardon, Donc, je rebondis juste là-dessus parce que je me mets un petit peu à la place de ceux qui peuvent nous suivre. On parle de moyens aujourd'hui et on les lie aux résultats internationaux. Et ceux qui nous suivent peuvent se dire aussi, on a eu un Hicham Grouj, un Saïd Aoueta, à l'époque on n'avait pas de moyens. On a eu dans le tennis, on a eu de très très grands joueurs à une époque où le tennis n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Et ça, on peut quasiment passer toutes les disciplines et on peut faire le même constat. Donc, c'est pas uniquement, peut-être pas uniquement qu'une question de moyens aussi. On a eu aussi le Raja qui a joué la finale de la Coupe du Monde des clubs. On a organisé deux Coupes du Monde de clubs. On a fait beaucoup de choses, mais il faudrait. Pourquoi j'ai parlé de one shot? C'est parce qu'il faut capitaliser sur les événements, capitaliser sur les succès pour construire l'avenir. On ne peut pas, si on ne capitalise pas sur quelque chose de concret, aller vers quelque chose qu'on cherche à atteindre. Le fait qu'on a eu nos 3 mousquetaires, nous aussi, dans le tennis, 3 tennisman extraordinaires, qu'est-ce qu'on a fait pour produire d'autres champions? Il faudrait poser la question à ceux qui étaient aux affaires dans la Fédération marocaine du tennis. Moi, je garde un très bon souvenir
de l'ancien président, j'ai oublié le nom, excuse-moi, Simjid, que j'ai rencontré. Et il a fait le maximum. Il y a eu des champions. Il y en a un qui était issu du Maroc, c'est l'Alami, parce que les deux autres, je pense, ils ont grandi en Europe. Mais c'était une belle époque. Il y avait la belle époque aussi de l'athlétisme. Mais les codes, ils ont changé. Comment accompagner les athlètes, il a changé. Comment organiser, gérer au niveau des fédérations, ça a changé. Aujourd'hui, au niveau de la gouvernance, je ne peux pas me prononcer parce que chaque fédération il est dans un écosystème marocain de sport, où le sport aujourd'hui aussi, c'est un moyen aussi de faire sa propre promotion quelque part. Mais pour produire des champions, il y a des spécialistes pour ça, il faut des moyens financiers, il faut des installations sportives. Qu'est-ce qu'on fait aussi des stades qu'on a? Aujourd'hui, ce qu'on fait vivre les stades qu'on a, on a un super stade à Agadir, il y a un match par 15 jours, mais les autres 15 jours, on fait quoi? Il y a un super stade aussi à Tanger, à Fès, à Marrakech. Donc, c'est tout un... Qu'est-ce qu'on fait pour aussi remplir les stades, la fluidification de l'accès au stade, des spectateurs? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a utilisé le digital pour faire ramener les gens au stade et pour les fidéliser? Est-ce qu'on fait de licensing? Il y a beaucoup de choses. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui doivent le décider ne le décident pas. Parce que nous, on sait faire, vous savez faire, nos panélistes savent faire. Mais ceux qui décident, je ne dirais pas qu'ils ne veulent pas, mais parfois, je me dis, c'est à nous de se battre aussi pour faire un peu de les convaincre. C'est la politique sportive aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un parti politique aujourd'hui au Maroc qui a une vraie feuille de route sportive? Aujourd'hui, on parlait depuis 1 an et demi de la commission spéciale pour le modèle de développement. Eh ben, moi, je me suis battu pour faire émerger le sport à l'intérieur de la commission en faisant un rapport. Mais juste pour rebondir là-dessus et continuer, parce qu'on a un petit peu débordé, je pense qu'il y a de quoi faire oui. une dizaine de webinaires, et je pense qu'on en fera de manière régulière pour qu'on puisse se retrouver régulièrement. Alors, on a débordé, et puis on va essayer d'aller tout droit vers la deuxième mi-temps, qu'on va essayer de raccourcir, bien évidemment. Quelles sont, et ça va être la question que je poserai à tous nos intervenants, quelles sont, de manière assez très concise là aussi, en 2-3 minutes, quels sont les 2-3 chantiers, 2-3 mesures concrètes que devrait prendre le gouvernement pour sortir ce secteur de la crise et le faire évoluer pour qu'il devienne une véritable industrie telle qu'elles le sont d'autres dans notre pays? Alors, pour moi, personnellement, je vous ai dit tout à l'heure les 3 univers de l'industrie du sport qui sont le marketing, la fabrication d'articles, la distribution, et puis les organisations et la gouvernance. Moi, il faudrait absolument créer les conditions pour que ces 3 univers interagissent dans la mesure où il faut produire ensemble. La première pour moi, c'est qu'au niveau des organisations, il faudrait professionnaliser. Il faut absolument, aujourd'hui, le haut niveau, les clubs qui représentent le haut niveau, qui émergent comme des vrais, les grosses cylindrées, il faudrait passer à la société sportive. Ça fait 20 ans que je dis ça. Si aujourd'hui, les clubs sportifs ne passent pas en société sportive, on peut le faire d'une manière avec palier. Commencer par le football, passer à d'autres sports, mais en même temps aussi faire un moratoire. Il faut un moratoire de moins 5 ans. Je sais que cette année, pour la première fois dans la loi de finances aussi, il y a des dispositions pour accompagner les clubs qui veulent passer à la société sportive. Il faut tous ces dispositions, ces dispositifs d'accompagnement, il faut les mettre. Moi, d'abord ça. Parce que le distributeur d'articles de sport, le créateur d'événements et l'exploitant
des événements sportifs. J'ai vu que dans votre étude, Stadia, SMS, et vous avez raison que tous les clubs qui organisent ou les organisations qui veulent organiser un événement à partir de 250 000 dirhams, qu'il faut le faire avec un privé. Et c'est vrai parce que à partir de là, le privé, il peut créer de la richesse avec ça. Il peut optimiser cet événement. Et cet événement sera aussi un appel d'air pour d'autres événements, mais pas pour les investisseurs aussi. Je pense qu'il est obligatoire de généraliser le digital dans le sport au Maroc. Ça, c'est le deuxième. Parce que sans digital, aujourd'hui, là, grâce au digital, on est en train de parler aujourd'hui, on est en train de discuter, on fait un super webinaire, mais le digital, il a sublimé le sport, il a sublimé les autres secteurs. Et pourquoi pas, alors que nous, on est un des pays où les compétences dans le digital vraiment sont nombreuses et il faudrait les mettre à l'œuvre. Maintenant, il y a aussi une question de formation. Aujourd'hui, au Maroc, il y a beaucoup de formations en management du sport. Ça va de l'ESCAE jusqu'à l'école privée d'Agadir, jusqu'à les écoles, les universités internationales et tout. Et on a beaucoup. Mais est-ce que ces formations, ils sont adaptées à l'écosystème sportif marocain? Est-ce qu'aujourd'hui, ces formations, est-ce que les lauréats ils trouvent preneur? Est-ce qu'on a une volonté politique pour que les dirigeants aujourd'hui soient formés dans les grandes écoles de management du sport ou dans les grandes écoles? Aujourd'hui, sans la société sportive, on ne peut pas obliger une association à élire un président qui a un diplôme, je ne sais pas quoi, parce que tout le monde peut être président d'une association. Donc, moi, il y a vous savez que le sport aujourd'hui au Maroc, je trouve qu'il n'est pas régulé. Donc, c'est pour cela que dans mon rapport, j'ai fait une recommandation pour créer l'Agence nationale pour le sport. Et cette agence permettra de réguler le sport entre tous les acteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le sport. Et justement, le sport, il touche presque tous les secteurs aujourd'hui. Parce que pour se déplacer, il faudrait le transport. Pour jouer un match, il faudrait un stade. Pour jouer un match, il faut des ballons, il faut des équipements, et tout ça, il faut des hôtels Donc, ça implique tous les secteurs. Mais aujourd'hui, les organisations, les fabricants, les agences, les partis politiques, les ministères, il n'y a pas aujourd'hui une politique sportive qui doit être traduite dans la réalité, et cette politique sportive qui doit être régulée par une agence et qui sera bien évidemment le référent, le premier référent quand il s'agit de faire du sport un vrai levier dans notre développement et de régler tous les problèmes qu'on rencontre. J'ai parlé tout à l'heure de la contrefaçon, je reviens sur ça, mais moi avec Ulsport au Maroc, on avait souffert avec ça parce que, juste pour anecdote, l'année fin des années 90 où toutes les équipes de football au Maroc jouaient avec la marque Ulsport, c'était avec le directeur général du Sport France à l'époque, à travers Darmon, qu'on avait fait ça, et j'étais impliqué dans ce projet-là. L'idée qu'on avait, c'est que d'équiper toutes les équipes gratuitement, les équipes premières, et que créer un vrai marché de réplica. Mais quand on a commencé à penser à ça, à vouloir créer ce marché de réplica, on a trouvé qu'il y avait des sociétés qui ont déjà produit tout ça avant nous. Nous, quand on est arrivé dans le marché, on est arrivé très cher et on était en retard. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le politique peut apporter une réponse à ça? Je ne sais pas. Parce que je peux dire, entre grandes parenthèses, qu'il ne s'intéresse pas au sport. Il ne croit pas dans le sport comme levier de développement. Moi, j'insiste sur cette thématique. Je la porte aujourd'hui, je sais que je la partage avec vous, mais le sport peut tout changer. Le sport, il est inclusif. Oui, on croit en tout ça. Et ça marche très, très bien et on est très content. Mais il est aussi producteur.
de richesse, il est aussi pourvoyeur d'emplois, il est pourvoyeur de rayonnement international. Faisons tout ça, impliquant les professionnels, créons le dialogue, parce que aussi, quand nous, on est frustrés, on est dans notre coin parce qu'on sait qu'on a affaire juste à des bénévoles, on n'arrive pas à créer des passerelles mais moi, de toute façon, je n'ai pas arrêté depuis 20 ans, parce que même si je suis en France, je travaille à l'international, j'ai toujours été en lien avec le sport marocain. J'ai aidé des clubs, j'ai aidé des fédérations, j'ai travaillé avec des télés. Et peut-être que… Mais il n'y avait pas toutes ces ressources-là à l'époque, et maintenant, il y a de quoi faire très bien à l'avenir. Bah, on va reposer la même question à Zineb. Zineb, quelles seraient les 2-3 mesures concrètes que pourrait prendre le gouvernement pour sortir un petit peu le secteur de la crise et le développer? Alors, il y a deux choses. D'abord, dues à la crise, il faudrait d'abord assouplir un petit peu les restrictions. On a vu que les salles de sport étaient fermées pendant voire trop longtemps, et ça a beaucoup joué aussi. On manque aussi beaucoup d'infrastructures. Enfin, alors, pour répondre par rapport à la crise, donc assouplir un petit peu les restrictions, il faudrait aussi une campagne de sensibilisation à l'activité sportive, parce que là, je pense qu'il y a un vrai travail au niveau de l'État de sensibilisation et d'incitation à l'activité sportive, et en même temps, on manque d'infrastructures. Alors, je comprends que c'est un petit peu difficile de sensibiliser quand on manque d'infrastructures, de formation. Enfin, tout ça, c'est des mesures qui se rejoignent pour créer tout cet écosystème dont on parle depuis tout à l'heure. Et évidemment, il y a tout le financement des projets sportifs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives privées. Qu'est-ce que fait l'État au niveau des financements de grands projets? Je rejoins ce que disait Sir Abdelkader tout à l'heure sur tous les sportifs qu'on a formés il y a quelques années. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les fédérations? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la compétition, au niveau de… voilà, pour relancer un petit peu tout ça. Et la dernière mesure, évidemment, ici en interne, en tout cas pour le moment, d'inciter le tourisme sportif. M. Abdelkader tout à l'heure disait 10% du tourisme est sportif. On sait que les grands événements internationaux aussi, comme le marathon de New York ou comme les grandes compétitions internationales, tout ça rejoint aussi tout le tourisme. Ici, on voit qu'au Maroc, il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien qui est fait, il n'y a pas de tarif compétitif, il n'y a pas d'infrastructure. Donc tout ça, ce sont des mesures voilà, à prendre pour relancer un petit peu tout l'écosystème, à mon avis. Parfait. La semaine? Eh bien, on ne sait même pas par quoi commencer, tant il y a de choses à améliorer, à revoir. 2-3 mesures. 2-3 mesures. Moi, il y a une mesure qui me tient à cœur, parce que avant d'être professionnel du sport, j'étais un sportif, et moi j'ai beaucoup joué au tennis dans ma jeunesse. J'ai disparu un peu des cours de tennis, et j'ai passé quelques années à l'étranger. Quand je suis revenu au Maroc et que j'ai voulu aller dans le même club où j'étais, je suis tombé des nues quand j'ai vu le niveau de fréquentation du même club, un des grands clubs de tennis de Rabat. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis posé la question, et en fait, on a abordé de près ce sujet sans aller au cœur du sujet. C'est qu'on a un très gros problème de gouvernance au sein des fédérations. Et vous avez dit, on a eu quelques pépites. Il y a eu les 3 mousquetaires du tennis, il y a eu de grands athlètes. Lorsqu'il y a eu des hommes forts à la tête de certaines fédérations, on en a profité. Et il y a eu des âges d'or de tel ou tel sport. Le basket dans les années 70, le volley dans les années 80. Et malheureusement, quand cette personne part, peut-être qu'on hérite encore de sa gouvernance et de sa structure pendant les quelques années qui suivent, mais après, ça se perd complètement. Et je trouve que c'est ça qui est complètement anormal, qu'on soit encore tributaire de qui est à la tête de telle ou telle fédération, et que ça soit aussi irrégulier. Et donc, il faut absolument que les fédérations soient structurées et professionnalisées. Il y a un problème de professionnalisation dans tout le secteur. C'est en train de s'améliorer petit à petit. Je pense que ça va s'améliorer légèrement par le bas, mais il faut absolument qu'il y ait
que ça vienne du haut également. Ça ne peut pas être que du bottom-up lorsqu'il s'agit de professionnaliser tout un secteur. Et il faudrait que le ministère de la Jeunesse et des Sports entreprenne un grand chantier de réforme au niveau des fédérations. Donc c'est facile à dire, c'est bien plus compliqué à mettre en œuvre, mais je pense qu'on a un problème majeur de ce point de vue. Il faut vraiment que les fédérations soient plus structurées, plus organisées. On a beaucoup parlé des clubs et qu'il faudrait que les clubs passent enfin en statut de société, certes, mais il faudrait que les fédérations elles-mêmes se professionnalisent pour pouvoir accompagner cette transition. Et il faudrait qu'elles soient au cœur du chantier de réforme. Donc, moi, c'est un constat que j'ai réalisé et qui, pour moi, est un constat lourd parce que moi, c'est une chose qui s'impose à moi alors que moi, je ne suis pas tout à fait confronté à ce monde des fédérations sportives. Et pourtant, je sens que c'est l'un des gros freins, c'est qu'il y a un manque de structure de ces fédérations parce que ces fédérations-là, elles, pour le coup, pourraient être les locomotives de tout le reste. Elles pourraient drainer tout le reste dont on a parlé pendant ce webinaire. Donc ça serait le premier point. Le deuxième point, c'est, Zineb l'a évoqué, c'est un accès au financement. Il faut, on l'a vu sur d'autres secteurs, on l'a vu surtout pendant cette crise, le fait de lancer des programmes d'accès aux fonds qui sont ciblés, qui sont structurés, qui sont dédiés à tel ou tel secteur, ont tendance à avoir des effets très bénéfiques. Ça a tendance à mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Le fait de lancer un programme de financement dédié au secteur sportif, que ce soit pour de l'événementiel sportif ou pour d'autres secteurs, ou pour d'autres domaines de l'industrie du sport, je veux dire, ça ne pourra avoir que des effets très bénéfiques, avec de la création de plein de nouveaux projets, ça va être de la relance par le financement, et donc ça aussi, ça serait le deuxième aspect sur lequel il faudrait travailler. Il faudrait qu'il y ait un accès au financement plus facile, plus structuré, et qui soit dédié. Ça aura tendance à, d'une part, aider les acteurs du sport déjà existants parce qu'ils auront un accès au financement plus facile, mais le fait qu'il soit dédié, cet accès, et ce programme, si c'est un programme, le fait qu'il soit dédié aura tendance à encourager des personnes qui ne sont pas encore dans l'industrie à se lancer dans cette industrie. J'ai vu parmi les questions qui ont été posées par les différents spectateurs, quels sont les débouchés, quels sont pour toutes ces personnes qui poursuivent des études au sein de ces masters dans le management sportif, quels sont les débouchés, est-ce que l'employabilité suit, etc. Il n'y a pas que l'employabilité, il y a aussi l'entrepreneuriat, mais quand on parle d'employabilité, il faudrait que les grandes entreprises du sport puissent se développer plus facilement, plus rapidement. Donc l'accès au financement aura des effets bénéfiques en cascade et en ricochet sur l'ensemble des autres aspects. Donc ça, c'est les deux principaux points auxquels je pense quand je pense à qu'est-ce qui pourrait vraiment aider la relance. Il y en a plein d'autres, mais qui sont tous de moindre importance. Ces deux-là, je pense qu'ils sont très concrets et pourraient avoir des conséquences vraiment rapides, concrètes et de nature à révolutionner l'industrie à horizon 5 ans. Il y a d'autres choses sur lesquelles on pourrait travailler, mais ce sont des projets plus structurels dont on verrait les conséquences sur un plus long terme. La structuration des fédérations et l'accès au financement, ce sont deux éléments qui pourraient avoir des effets bénéfiques sur on ne va pas dire le court terme, mais le moyen terme, moyen voire court terme, 3-5 ans. Donc les restrictions sanitaires, moi je les subis de plein fouet, donc je serais très heureux qu'elles disparaissent au plus vite. Mais on parle d'éléments conjoncturels. Pour moi, les deux questions de fond, c'est vraiment la professionnalisation du secteur. Et elle passe par un accès au financement et une structuration du haut de la pyramide. Ok. Amine ? Que dire? Tout a été dit. On revient toujours à la même. Le point de départ reste toujours le même. C'est l'homme. L'homme est au cœur de tout ça. La ressource aujourd'hui, elle existe. Je ne pense pas qu'elle soit encore prête, mais elle existe.
Il y a un terroir, il y a des gens, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, on le voit d'ailleurs dans les questions qui sont posées par les participants, qui cherchent, qui veulent s'orienter vers ces filières-là, mais qui n'en voient pas les débouchés en fait. Et j'ai été déjà confronté à cette situation où des jeunes ayant des masters dans le management du sport se retrouvent quelque part à ne pas savoir où aller parce qu'aujourd'hui, voilà, si ce n'est pas dans une société privée, c'est très difficile de rentrer dans une association. L'association, c'est du bénévolat. Dans une fédération, c'est un microcosme fermé. Pour y rentrer, c'est toute une histoire. Moi, je pense qu'il y a cette partie-là sur laquelle il faut se pencher. Ces jeunes diplômés, demain, qu'est-ce qu'on peut déjà leur proposer? Enfin, aujourd'hui, pas demain, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui déjà leur proposer pour que demain, ils puissent être efficaces? Moi, c'est une question que je me pose. Moi, aujourd'hui, quelqu'un qui fait du management sportif dans une entreprise comme la mienne ne va me servir à rien. Parce qu'on est plus on est plus des commerçants avec une fibre sportive, sociale, avec une envie de développer le sport, etc. Mais derrière tout ça, il faut vraiment qu'on soit capable aussi de donner des réponses. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas structuré aujourd'hui correctement que demain, il ne faut pas qu'on le soit. Au contraire, c'est comme ça qu'on va pouvoir, ne serait-ce qu'à travers des stages de fin d'études ou des choses comme ça, pouvoir ouvrir nos portes à ces gens-là pour qu'ils viennent voir un peu comment ça fonctionne. On a quelques éléments, quelques pistes sur lesquelles on peut les mettre, les faire travailler, pour que demain, voilà, on est vraiment des jeunes qui soient... qui connaissent en fait. De toute façon, pour travailler sur quelque chose, il faut déjà connaître quelques bases. Ces bases-là, il faut qu'elles soient concrètes. C'est des bases terrain qu'il faut qu'ils aient. Et voilà, et à travers des initiatives comme celle-là, aujourd'hui sur des webinaires, demain sur des conférences ou des choses comme ça, pouvoir accueillir ces gens, leur faire part de notre expérience et pouvoir les mettre justement dans ce moule pour pouvoir demain nous donner des solutions. Après, il y a toute la partie, rien à voir avec tout ça, mais toute la partie, je reviens à la question qu'avait posée Tad sur la contrefaçon. Rapidement, contrefaçon, il y a deux aspects. Il y a le marché parallèle à la contrefaçon. Donc, le marché parallèle, aujourd'hui, il a été stoppé net avec la fermeture de Septem Lilia. Il y a encore de la contrefaçon du parallèle qui rentre par Galgalas en Mauritanie, mais ça aussi, les douanes ont fait un gros travail là-dessus. Et ça, on l'a ressenti sur notre économie au niveau des magasins que nous avons au nord du Maroc. Donc, où les gens n'ayant plus le choix d'aller, il n'y a plus de produits parallèles, donc ils sont obligés d'aller dans le circuit normal, qui est le nôtre. La contrefaçon, elle, pour rejoindre l'histoire de Ulsport et aussi l'intervention sur Kappa, on a tous été confrontés à ça. Vous ramenez le maillot, dans la minute qui suit, il est contrefait. D'ailleurs, ça fait partie des choses sur lesquelles on a essayé de se battre, mais vainement, parce que le producteur était dans le club. Donc, voilà, ça complique tout et ça ne facilite rien. Donc, d'où l'objectif qu'on avait justement de mettre en place des produits pour contrecarrer. Quand on mettait un maillot supporter Adidas à 120 dirhams et que le contrefait est à 100 dirhams, les gens vont en général vers celui de 120 dirhams. Mais ça n'empêche que c'est une très grosse économie avec ils ont des moyens extraordinaires. Hein. De toute façon, on sait que le marché informel au Maroc, c'est quoi? C'est 60-80% du marché marocain, tout secteur confondu. Donc, c'est quand même une économie qui est là, qui s'impose à nous, et qu'il faut juste savoir contrer peut-être avec ce genre de choses, mais ce n'est pas évident du tout. Ulsport, je sais que même Ulsport avait, aujourd'hui, je sais qu'ils ont l'autorisation de produire localement. C'est quelque chose qui se fait.
avec des produits de très bonne qualité, etc. Mais malgré ça, vous allez trouver le produit contrefait 2 fois moins cher, parce que derrière, quand vous êtes structuré, vous payez des taxes, et quand vous n'êtes pas structuré, il n'y a pas de taxes déjà. Donc, le calcul est vite fait. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là qui, pour moi, en plus de tout ce qui a été dit par les différents intervenants, c'est grand, c'est beaucoup, et il faut peut-être commencer par attaquer des petits chantiers pour pouvoir arriver à quelque chose, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire en fait. J'aimerais même, il y a tellement de choses à faire que ça peut paraître facile, mais c'est très complexe en fait. Donc c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Je pense qu'autour de cette table, entre guillemets, tout le monde a de la bonne volonté, tout le monde veut faire avancer les choses, tout le monde a de très bonnes idées, mais en face, malheureusement, c'est très difficile de les concrétiser, parce qu'en face, l'interlocuteur est déjà très difficile à voir, même à identifier. Donc, ce sont des choses que les gens ne savent pas ou peu, qui demain devront être levées si on veut avancer, sinon on n'avancera jamais. C'est mon point de vue en tout cas. Très bien. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, on a largement débordé sur le temps qui nous était imparti. Sans question du public, j'espère qu'on a été assez clair. Je vais juste brièvement résumer ce qui s'est dit et conclure. Mais avant cela, je vais quand même prendre 2 petites minutes pour intervenir en tant qu'acteur du secteur, pour aussi donner les mesures qui seraient présentées, qui seraient prises par le gouvernement. Dans un premier temps, c'est cette mesure institutionnelle que beaucoup d'entre nous appellent, et qui est liée un petit peu à tout ce qu'on se dit depuis le début de ce webinaire, et qui se matérialise par cette création de cette fameuse agence indépendante et apolitique qui serait amenée à gérer le sport au Maroc, et qui serait entre autres le régulateur du secteur, et qui régulerait aussi les fédérations, et par conséquent qui gérait les subventions qui seraient accordées aux fédérations. En ayant ce pouvoir de réguler les fédérations et d'être en charge des subventions aux fédérations, cette agence peut mettre en place un label qui impose aux fédérations non seulement de la transparence, de la bonne gouvernance, mais qui, par la même occasion, peut imposer à ces fédérations certains critères en termes de recrutement et de ressources humaines. Ce qui répond un petit peu aux questions qui nous reviennent depuis tout à l'heure, par rapport à tous ces jeunes qui se forment aujourd'hui en management du sport. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a pas que le privé ne peut pas recruter tout le monde. C'est aux fédérations aujourd'hui aussi de jouer leur rôle pleinement, et cette manière d'inciter ces fédérations à jouer le jeu ne peut se faire que si on a demain une agence qui peut, aujourd'hui le ministère ne le fait pas, que si on a une instance demain indépendante qui joue ce rôle-là. Deuxième mesure concrète, c'est le partenariat public-privé, qui aujourd'hui est largement sous-exploité, pour ne pas dire complètement oublié dans le secteur sportif. On le voit dans d'autres secteurs, je ne comprends pas pourquoi on ne le voit pas dans le secteur sportif. On pourrait financer avec le privé de l'infrastructure, de l'événementiel et plein d'autres choses. Il y a quelques jours, j'ai un ami qui m'a envoyé, pour vous dire, ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai sur la 3e mesure, qui est lié au fait que le gouvernement doit reconnaître notre secteur comme une industrie comme les autres. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et faire ce qu'il faut pour développer cette industrie, qu'elle pèse autant qu'il le faut dans l'économie globale, avec une intervention de l'État assez impactante, d'où un petit peu ce que je voulais évoquer. J'ai un ami qui m'a envoyé il y a quelques jours un programme d'une visite, d'un voyage officiel d'une délégation d'entreprises privées françaises qui va dans les prochains jours faire un voyage entre la Guinée et le Sénégal, où le ministère de l'Industrie français et Business France ont organisé un voyage pour aller vendre l'entreprise française en Afrique, dans 2 pays qui aujourd'hui
ont réellement besoin, sur le plan sportif, d'infrastructures, d'expertise, etc., parce qu'ils sont organisateurs de grands événements sportifs à venir. Voilà, c'est des choses concrètes qu'un gouvernement peut faire. J'ai été il y a quelques mois, il y a 1 an déjà, au Sénégal pour rencontrer un certain nombre d'officiels sénégalais pour les inviter au salon du sport. Eh bien, figurez-vous que parmi tous les intervenants qu'on a eu en face de nous, on nous a reproché carrément de ne pas venir vers eux et de leur vendre notre expertise. Ils veulent travailler avec le Maroc, mais tant qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas assez agressifs et que le gouvernement n'est pas derrière non plus pour accompagner toute initiative privée, ben là, ça posera toujours problème. Ça, c'est un petit peu par rapport aux mesures que je mettrai en avant, les 3 mesures phares que je mettrai en avant. Alors pour conclure, on a vu que l'impact a été assez lourd, mais pour beaucoup, on a vu aussi que c'est une belle opportunité, prenant les choses du bon côté, c'est qu'on a pris le Covid comme une belle opportunité pour se réinventer. Et c'est la seule solution pour qu'on puisse aller de l'avant et survivre et perdurer, c'est de se réinventer. Certains, on va dire pour la plupart de ceux qui sont parmi nous aujourd'hui et d'autres, ils se sont réinventés à travers la digitalisation, un certain nombre d'actions qui ont fait que ils vont continuer à faire ce qu'ils savent faire dans un secteur qui est très particulier et qui est très particulier par rapport à d'autres, dont le fil conducteur par rapport à d'autres secteurs, c'est la passion pour le sport, chose que l'on n'a pas dans d'autres secteurs. Et puis, on a essayé d'énumérer un petit peu les actions qui peuvent revenir et les actions phares. Et on peut en avoir beaucoup, elles seraient beaucoup plus nombreuses, mais ce qui ressort le plus, c'est cette histoire institutionnelle, de reconnaissance, de création de cette instance d'agence indépendante. C'est la société sportive, la nécessité d'avoir des sociétés sportives et que le sport soit géré par des sociétés et non plus par des associations. La digitalisation qui revient beaucoup. Des campagnes de sensibilisation pour inciter les citoyens à faire du sport et sur la nécessité de faire du sport, le tourisme sportif qui est revenu beaucoup, et ce problème de gouvernance des fédérations. Voilà un petit peu ce qui revient le plus dans nos échanges. On a débordé, si on a débordé, c'est que c'est véritablement passionnant et qu'il faudrait peut-être en organiser d'autres et de manière plus régulière. Je sais qu'il y a plein d'actions qui se font actuellement pour développer notre secteur. Je n'avais pas prévu de donner un petit dernier mot, mais si vous le souhaitez, on peut faire, pour ma part, je m'arrête là, mais on peut se donner un petit 30 secondes à tous ceux qui le souhaitent pour en finir. Voilà, juste pour conclure, moi, parmi nous aujourd'hui, il y a un vrai acteur dans l'industrie du sport qui est Sealmin, qui est une grande société de distribution d'articles de sport et autres. Moi, ce que je souhaite, et j'ai déjà dit ça dans plusieurs occasions, c'est qu'il faudrait se battre pour que ce type de société, ces personnalités qui ont pris le risque de distribuer des grandes marques de sport dans des pays où il y a encore de la contrefaçon, dans des pays où c'est très très difficile, il faut mettre les coudes pour vraiment passer et créer des emplois et tout. Il faudrait faire en sorte de les motiver encore plus pour investir plus dans le sport. Pas pour entendre ce que c'est un indie à juste titre, peut-être parce que c'est sa propre expérience, dire que jamais j'irai comme partenaire dans un club. Moi, ça me fait mal. Et il a des raisons pour le dire, mais c'est à nous de travailler. C'est au pouvoir public de travailler et de mettre en place une vraie politique du sport au Maroc, un sport où il y a un vrai feedback pour tous les investisseurs et impliquer vraiment avec des dispositifs incitatifs de secteur privé. Voilà. Et merci beaucoup à tout le monde pour ce webinaire. Merci, Siad Fadel. On va s'arrêter sur ces belles paroles. Encore une fois, merci à tous nos intervenants, Zineb, Etman, Amin et Abdelkader. Je remercie aussi SMS Sport Management School, Rabat, qui nous a organisé ce webinaire et qui nous accueille aujourd'hui dans son campus, ainsi que Outdoors.ma. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.